Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour cet autre plateau spécial qui reçoit un membre du gouvernement. Oui, un nouveau membre du gouvernement sur le plateau pour nous parler de formation professionnelle pour l'emploi et habilité des Gabonais. Vous l'avez compris, il s'agit de Madeleine Berg qui est avec nous. Mais avant que de vous la présenter officiellement, sachez que 4 personnes sur 10 occupent un emploi et ne détiennent aucun diplôme à caractère professionnel. Leurs compétences sont construites au fil des expériences d'emploi et reposent très peu sur leur capital scolaire. Orienter donc la formation professionnelle en fonction des besoins instantanés exprimés par les employeurs en supposant une stricte adéquation entre formation et emploi reviendrait à occulter cette importante mobilité professionnelle et aussi l'expérience acquise. Une réalité s'impose donc aux autorités gabonaises, celle de réformer un système scolaire classique qui a clairement montré ses limites en proposant une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins réels des entreprises, laquelle pourra peut-être permettre d'absorber la masse de jeunes formés, diplômés, mais sans emploi. Le gouvernement du Gabon, dirigé par Rose Christiane Osuka-Raponda, a choisi l'option adéquation à emploi pour répondre à cette problématique. Comment y parvenir? Madeleine Berg, je vous l'ai dit, ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, est sur le plateau de Gabon 24. Madame le ministre, bienvenue. Voilà, première question. Nous allons peut-être avec vous avoir une idée précise sur cette affaire de formation professionnelle et d'emploi qui est appelée à corps et à cri par les populations. Donc, quel est déjà, d'entrée de jeu, l'état des lieux qu'on peut faire de la formation et de l'emploi au Gabon, Madame le ministre? Écoutez, la formation professionnelle fait partie des axes prioritaires du gouvernement. C'est un projet qui tient à cœur le chef de l'État, puisque bien évidemment, l'objectif que nous recherchons, c'est d'insérer le plus grand nombre sur le marché de l'emploi. Dès le départ, à côté d'un vaste plan de construction de centres et de réhabilitation, le gouvernement a initié un plan de réforme. Il est important d'abord de rappeler la réforme pour pouvoir bien comprendre, puisque les effets qui vont s'induire viennent de cette réforme. D'accord, quelle est-elle cette réforme? Et la réforme de la formation professionnelle est partie de plusieurs constats. Il fallait d'abord, dans un premier temps, valoriser la chaîne des métiers de la formation professionnelle, parce que comme vous le savez, Madame Galibika, dans la formation professionnelle, vous avez plusieurs niveaux de formation professionnelle qui partent du CAP au bac professionnel jusqu'à l'enseignement supérieur. Nous avons donc, dans un premier temps, initié les réformes des textes institutionnels. D'accord. Tout récemment, nous avons adopté l'ordonnance qui réorganise l'Agence nationale de formation professionnelle et d'enseignement professionnel, qui est cet institut, ce cadre qui va justement essayer de mieux coordonner l'offre de formation. D'accord. Ensuite, nous avons réformé la Direction générale de la formation professionnelle pour mieux la centrer sur ces politiques de mise en place de politiques publiques en matière de formation professionnelle et supprimer les doublons avec l'agence. Une fois qu'on a fait ça, nous avons réorganisé tout ce qui est organisation et fonctionnement des centres. D'accord. Pourquoi? Et l'une des grandes innovations que nous avons faites, c'est justement de consacrer dans ce décret la notion de campus professionnel. Et que signifie cette notion de campus professionnel? Vous voyez bien que le gouvernement a mis en place un vaste plan de construction, parmi lesquels on a 5 centres, auxquels s'ajoute le centre de formation qui est un don de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Kanda. Donc ça nous faisait 6 centres qui sont en construction et pour lesquels il nous fallait trouver un mode d'organisation et de fonctionnement adapté et pour la prise en compte de toutes les chaînes de formation. Donc en ce qui concerne les 2 centres qui sont livrables et qui sont pressentis pour être ouverts cette année en rentrée académique et pour accueillir des premiers stagiaires, vous avez le centre professionnel d'Akanda dont la spécialité concerne tout ce qui est transport et logistique. Dans les métiers du transport et de la logistique, vous avez tout ce qui est constructeur, chauffeur de grumier, magasinier, logisticien. Et dans ce centre-là, vous avez les 3 niveaux. Vous avez le jeune Gabonais qui voudra entrer au niveau de CAP. Vous avez celui qui va entrer avec son niveau de 3e. Il va faire donc le lycée, la branche professionnelle jusqu'au bac professionnel. Et vous avez celui qui va entrer avec le bac professionnel jusqu'à son DTS ou bien son Master Pro.
Donc l'enjeu de la réforme a été de dire, au sein de ce centre, nous avons donc un regroupement de formation qui concerne les 3 niveaux, une organisation qui prenne en compte non seulement la validation des acquis, les passerelles, et bien évidemment le diplôme. Donc il n'y aura plus un diplôme de niveau CFPP. Le jeune qui est en CAP, il fait son CAP. S'il veut entrer dans l'entreprise, il y entre. S'il veut entrer en passerelle par la validation des acquis au niveau du bac professionnel, il fait. Ce qu'il fait, qu'il a toute la chaîne des valeurs. Nous avons donc valorisé la chaîne des valeurs aussi à travers la réforme de l'octroi de la bourse professionnelle, qui est beaucoup plus souple par rapport à l'enseignement général, puisque le gouvernement veut orienter maintenant les jeunes vers les métiers de la formation professionnelle. Pour corréler tout ça, on n'est pas resté simplement sur un segment juridique. Nous avons également initié des dialogues publics-privés avec les entreprises du secteur et nous avons intégré dans ces textes que la gouvernance sera beaucoup plus confiée aux acteurs du secteur privé. Pourquoi? Mais parce que nous pensons, et de manière utile, que le rôle de l'État, c'est de construire les infrastructures, mais le contenu des filières ou l'orientation des filières ou l'employabilité revient aux entreprises qui, elles, animent le marché de l'emploi. Donc, nous avons, par exemple, sur le centre d'Akanda, signé déjà des conventions avec le groupe Bolloré et toutes les entreprises du secteur manutention et logistique pour nous permettre justement de parrainer en amont toutes les promotions afin que tous ceux qui sont formés puissent être immédiatement embauchés. Pour cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons également mis en place tous les mécanismes de flexibilité qui vont permettre aux jeunes apprentis, aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves, de pouvoir avoir à la fois accès non seulement à la formation théorique, mais également à l'immersion professionnelle. Généralement, vous avez un quota, selon que vous êtes diplômé ou pas, de 25 théoriques et de 75 sur le terrain. Donc tout ça, nous avons encadré ça avec un écosystème à la fois par des textes législatifs et réglementaires, mais également par des conventions de partenariat avec les acteurs du secteur privé. Nous estimons que c'était une démarche importante que d'impliquer de manière plus forte le secteur privé dans les centres, pas que dans l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel, mais également dans les centres au quotidien, afin que chaque sectoriel puisse être vraiment imprégné et exprimer dans les cadres des organes de décision les expressions des besoins en ressources humaines qui devraient nous permettre de mieux orienter et de gagner à la fois celui qui est bachelier, celui qui est en niveau en échec scolaire, ou bien celui qui est déjà diplômé du baccalauréat, mais en échec scolaire dans son environnement universitaire. Et celui qui est diplômé du baccalauréat, qui est aussi diplômé de l'université, qui est sans emploi, est-ce qu'il y a une politique mise en place pour le réinsérer dans cette formation professionnelle avec, par exemple, un système LMD qui pourrait s'ouvrir après le baccalauréat? En tout cas, c'est tout l'enjeu de la formation. En tout cas, c'est tout l'enjeu de la réforme. Là, vous voyez, par exemple, avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, nous avons mis en place le secrétariat d'orientation qui va justement permettre, et qui va permettre de nous donner l'opportunité d'orienter tous ces jeunes. Vous pouvez avoir un bac et puis finalement, vous n'avez pas pu avoir une inscription dans un domaine qui vous concerne, mais vous avez besoin juste d'avoir la bourse. Vous allez en sociologie à l'université Omar Bongo, vous allez en communication sociale. Mais vous êtes déjà en sociologie à l'université Omar Bongo, vous avez validé vos unités et vous êtes déjà détenteur d'un master, mais vous n'avez pas d'emploi. Là, c'est autre chose. Là, on n'est plus finalement dans un sens, on est plutôt dans une sorte de reconversion et d'insertion, de réinsertion. Comment on l'imagine, cette reconversion, cette insertion? Là, nous avons vu les choses avec l'Office national de l'emploi, avec le Fonds d'insertion et de réinsertion, le FIR, qui va nous permettre de mieux reconvertir les jeunes qui sont diplômés, mais peut-être mal diplômés. Ils ont le diplôme valable, mais ils ne se correspondent pas du tout au marché de l'emploi. Et pour cela, nous avons par ailleurs, et je vais être obligée d'y arriver, mis justement en perspective ces formes de contrats dans le Code du travail, dans le projet de réforme, qui vont nous permettre à un employeur de recruter quelqu'un qui est diplômé, par exemple, en ressources humaines, ou bien qui a perdu son emploi, et de lui permettre d'avoir la flexibilité pendant une durée de 6 mois, maximum 12 mois, de se reconvertir dans un emploi avec des modules. Donc ça aussi, ça fait partie de la réforme. Nous ne nous sommes pas simplement limités à garantir un emploi à celui qui veut entrer en CAP ou un bac pro ou avoir déjà un diplôme, mais nous avons également intégré dans la démarche dans la réflexion justement
ben justement ce taux de jeunes qui constitue cette base de données que vous avez à l'Office national de l'emploi. Parce que vous avez des associations de chômeurs que j'ai le plaisir souvent de rencontrer et pour lesquelles nous avons été obligés de proposer à qui on a été obligé de proposer des mécanismes. Vous avez des jeunes qui sont diplômés, qui ont des doctorats en environnement. Mais ils sont nombreux. Vous avez des jeunes qui... Mais le nombre est tellement important que leur employabilité résiste au fait, parce que le marché de l'emploi a plutôt besoin de techniciens agricoles, de techniciens en génie mécanique, de techniciens... Concrètement, là, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, concrètement? Mais là, on est en train de mettre en place justement, c'est parce que dans les centres, vous avez à la fois la formation dite initiale, mais vous avez également la formation continue, qui sont des formations qualifiantes. Vous avez celui qui entre pour avoir un diplôme, et vous avez celui qui entre pour se renforcer dans ses capacités. Mais il faut aimer. Bon, maintenant, on va leur présenter tous ces axes. Par exemple, moi je vous donne un exemple, dans les nouveaux contenus pédagogiques, par exemple du centre multisectoriel de Coq, vous voyez, les usines, elles sont automatisées. Il faut vraiment avoir des ingénieurs pour pouvoir faire fonctionner. Donc, tous ces métiers-là font partie de la nouvelle donne, mais on va essayer de les séduire, on va essayer de leur présenter ces modules-là et puis voir dans quelles conditions les entreprises pourront effectivement leur offrir l'opportunité de bénéficier de cette immersion professionnelle ou de reconversion professionnelle, parce que c'est l'objectif. Mais dans tous les cas, le gouvernement a à la fois vu ce problème de fracture entre l'offre d'emploi, l'offre de formation et le marché de l'emploi. Donc, ces objectifs-là sont tellement évidents, ils sont tellement révélateurs que nous avons pris vraiment le soin d'examiner l'ensemble de l'écosystème de tous ces cadres-là pour lui donner justement de la lecture, de la visibilité et de la faisabilité au niveau des entreprises. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas son métier que de former. Bon, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Son métier, c'est justement de garantir une productivité. Et c'est là où l'État doit intervenir, mais l'État est un peu absent quand même. Et l'on remarque que vous êtes en train de réformer. Donc on comprend que vous avez pris à bras-le-corps le problème de l'adéquation formation-emploi et surtout la formation de l'emploi de tous ces jeunes qui sont déjà scolarisés. On va le faire, mais on va le faire quand, Madame la Ministre? Mais pour cette année, par exemple, nous avons décidé, avec le ministre de l'Éducation nationale, justement, de donner ce contenu au secrétariat d'orientation exceptionnellement. Nous avons donc 3 cibles actuellement. Nous avons les cibles des enfants qui sont déscolarisés, c'est-à-dire ceux qui sont éligibles à la formation du CFPP. Nous avons ceux qui ont eu le bac cette année, mais nous avons également ceux qui ont raté le bac, qu'il ne faut pas mettre à la poubelle. Nous avons aussi l'obligation de leur offrir un accompagnement. Donc vous avez tout ce travail que nous sommes en train de faire pour essayer de donner de la visibilité, et nous avons travaillé avec l'Agence nationale des bourses et stages pour mieux réorienter ces bourses-là. Il est une chose d'orienter un élève au Gabon parce qu'on a le dispositif de formation sur place, mais il est aussi important de savoir que cette orientation peut très bien se faire par une réorientation des bourses à l'étranger. Plutôt que d'envoyer un Gabonais à l'école, à l'université Omar Bongo pour faire de la sociologie, je préfère effectivement lui donner une bourse pour qu'il aille faire des ingénieur, agronome. Voilà. Moi, je vois par exemple aujourd'hui au ministère du Travail, nous avons fait une analyse de l'ensemble des données que nous donnons au niveau des autorisations de travail consenties. Et vous allez être surprise de voir que pratiquement 60% aujourd'hui des autorisations d'emploi sont données à des métiers pour lesquels on n'a pas une main-d'œuvre gabonaise disponible. Il s'agit de qui? Des techniciens agricoles, des chefs d'usine, des automatiseurs d'usine. Vous voyez, des métiers sur lesquels on n'a vraiment pas de formation. Donc, en attendant la finition de construction de nos centres, qui ne pourront jamais offrir toutes les spécificités et les spécialités, nous pensons que dès à présent, nous devons orienter ces jeunes vers les métiers que la zone économique Coq, par exemple, est à même d'absorber, ou encore les entreprises. Donc cette démarche s'est appuyée sur une démarche proactive et de dialogue avec les entreprises, parce que nous estimons que ce sont elles qui emploient. Et donc on a mis en place des mécanismes de parrainage, déjà, le cadre de convention globale qu'on a fait signer, on a signé avec l'ensemble du patronat, et on est allé voir les syndicats spécifiques de la forêt, des télécoms, par exemple, pour dire, bon, très bien, mais maintenant,
on va vous demander de sponsoriser nos écoles, de sponsoriser les promotions, de manière à garantir effectivement la concrétisation de l'immersion de ce jeune dans l'environnement professionnel et améliorer son employabilité. C'est très beau tout cela, mais Madame le ministre, ça démarre quand? Les centres là, est-ce qu'ils sont déjà fonctionnels? Est-ce qu'à la rentrée prochaine, là, qui va intervenir dans un mois ou deux, est-ce qu'on aura déjà, les élèves auront accès à ces centres-là? Quel est le coût de la formation? Qui dit formation dit coût nécessairement. L'État gabonais prend en charge quelle partie? Les parents doivent faire quoi? À quoi doit-on s'attendre? Alors c'est toute la réflexion. Il s'agit d'abord de vous exprimer qu'il s'agit de plateaux hautement performants et techniques. C'est vraiment des centres à forte valeur ajoutée. Le centre de Sa Majesté, offert par Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est vraiment quelque chose de très performant, un équipement de dernière génération, avec une capacité de 1000 apprenants. Cette année, nous allons effectivement envisager son opérationnalisation progressive, parce qu'on commence d'abord par la rentrée académique, ensuite pédagogique, et en plus on ouvre les filières au fil de l'eau, en fonction des besoins. Le total, le maximum que nous avons en capacité dans ce centre est de 1000 apprenants. Nous avons, avec le centre multisectoriel de Nkok, effectivement, les travaux sont arrivés à échéance. Nous avons eu quelques retards liés à la Covid parce que, bien évidemment, les frontières étaient fermées, le personnel vraiment et tout ce qui était importation dépendait de la Chine. Là, on va garantir une livraison du chantier pour octobre 2020, donc octobre-novembre. Mais nous avons déjà commencé à réfléchir également sur une perspective de rentrée progressive par filière pour l'année académique 2020-2021. Donc, soit on va essayer de voir, parce que dans les formations professionnelles, comme je disais, vous avez les formations initiales et vous avez la formation continue. Donc, toutes ces étapes-là seront faites. Ce que je peux affirmer, c'est que c'est l'effectivité de l'ouverture de ces deux centres-là, c'est certain, sur cette année, de manière progressive. Et nous allons aussi offrir à ces jeunes-là l'opportunité de découvrir les métiers qui y seront délivrés. Et ça ne s'arrête pas que là, comme je disais tout à l'heure, ces jeunes-là seront aussi orientés en bourse vers les métiers. Oui, ça vous l'avez dit. Alors ces jeunes-là, ils viennent des 9 provinces du Gabon ou ils concernent pour cette année 2020 uniquement ceux de Libreville? Nous avons les 9 provinces du Gabon. L'avantage que nous avons au centre de Nkok, c'est que nous avons 600 places d'internat. C'est un centre vraiment campus professionnel avec les 3 niveaux de formation jusqu'au niveau supérieur. Nous avons 600 places d'internat, dont 300 pour les filles et 300 pour les garçons, avec un espace pour les handicapés, un amphithéâtre, un espace sportif, un restaurant, un dispensaire, un bâtiment administratif pour tout le personnel administratif, une bibliothèque. Nous avons, je crois que j'ai déjà cité l'amphithéâtre, le restaurant. En tout cas, on a compris que toutes les commodités sont réunies pour que les enfants apprennent dans de bonnes conditions. Voilà. Tout cela a un coût. Voilà. Maintenant, nous sommes en train justement d'examiner dans le cadre de bourses, parce que normalement, ça a un coût. Toutes les personnes qui iront dans ces centres seront forcément détentrices de bourses de l'État. Le principe de notre pays est de dire la bourse est ouverte à tout le monde. Nous avons effectivement mis en place une réforme qui ouvre la bourse professionnelle jusqu'à 27 ans, à la différence de l'enseignement général, dont les conditions sont un peu plus strictes, parce que nous voulons encourager justement cette orientation-là. Donc en fonction des bourses, oui. Et puis, bien évidemment, il y aura un ticket modérateur qui sera pris en charge. Bon, c'est ouvert. Il y a des parents qui pourront prendre en charge la scolarité. Il y a d'autres parents qui bénéficieront de la bourse. Mais dans tous les cas, c'est pensé, c'est réfléchi. L'objectif, c'est de personnaliser ces centres-là. Et justement, les coûts vont être vus en fonction de la modernité des plateaux et de l'environnement de travail. Vous voyez par exemple un parent qui envoie son fils ou sa fille aujourd'hui au Sénégal ou au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, il a le coût du billet d'avion, il a le coût du logement, il a le coût de... Sauf que oui, ce parent qui envoie son enfant à l'étranger a forcément quelques moyens qu'il met. Là, on parle d'une rentrée prochaine avec des plateaux techniques de haute génération, de dernière génération. On parle de mécanismes mis en place, mais on ne prend pas en compte l'aspect des parents qui doivent se préparer à payer ce ticket modérateur. De combien sera-t-il? Personne ne sait. On va se lever en octobre et puis on dira la rentrée c'est pour demain. Madame le ministre, vous conviendrez avec moi qu'il faut peut-être préparer aussi les parents. Quand est-ce que cela se fait?
Et ces choses-là se font petit à petit, c'est quelque chose qui est pensé. Nous avons mis en place une équipe justement pour réfléchir sur le business model parce que bon, il faut bien entretenir l'espace, il faut bien du gardiennage, il faut bien du jardinage, il faut bien... Et il faut bien que je sache combien moi, Laetitia Galibica, je vais payer pour que mon enfant y accède. Voilà, mais nous avons fait un travail qui va permettre à chaque parent de pouvoir absorber cette scolarité-là. D'accord. Parce que justement, ça fait partie de la politique d'orientation des bourses. Donc, au lieu d'envoyer des enfants, voilà, parce que c'est des coûts qui peuvent être payés de manière mensuelle, des coûts qui peuvent payer de manière trimestrielle, mais c'est un vrai problème. Et nous sommes là justement pour garantir justement l'accès à l'école et à la formation professionnelle de nos jeunes. Quand est-ce que les parents, Madame le ministre, sauront combien ils doivent débourser ou quel de leurs enfants peut être orienté dans ce sens? Quand est-ce qu'ils le seront? Nous ferons des journées de portes ouvertes pour permettre justement aux professionnels de communiquer sur les filières, parce que comme je vous ai dit, c'est progressif. Ce n'est pas 1000 apprenants qui vont entrer en cette année. Les rentrées se font de manière progressive en fonction des filières et des besoins. Donc cette année, on fera des portes ouvertes justement pour faire des appels et des communications précises sur les modules de formation qui y seront. Il y aura de la formation initiale, mais il y aura également de la formation continue. Donc on aura le temps dans les prochains jours, si nous sommes en train de le faire, mais on veut effectivement communiquer à partir du moment où c'est concret, c'est bien fait. C'est très bien. Voilà. Parce que les Gabonais sont fatigués des annonces, Madame le ministre, vous en conviendrez. Il y a aussi cet autre aspect, les élèves seront formés, ils sortiront des écoles, sauf que les employeurs aujourd'hui exigent l'expérience. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez pensé à ce pan? Bien sûr, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait signer les conventions avec les employeurs, justement pour leur dire accompagnez-nous parce qu'en première année, il a une immersion, en deuxième année, il a une immersion, à la fin, il peut entrer dans votre entreprise à travers les mécanismes de contrats flexibles, contrats d'apprentissage jeunesse, contrats d'adaptation professionnelle, etc., qui existent et que nous allons codifier parce que on ne veut pas il faut absolument que ces mécanismes d'apprentissage dual, 25% dans l'école, 25%, ça c'est ça l'avenir de notre axe de formation professionnelle. Très bien. Nous n'avons plus beaucoup de temps, malheureusement, Madame le ministre, porte-parole du gouvernement. Vous êtes ministre de l'Emploi et du Travail. On va revenir brièvement sur le code. Les syndicats avaient dénoncé une précarisation du travailleur au profit de l'employeur. Le gouvernement s'en est plaint ou s'est défendu avec ces mots. Quel sera donc finalement l'apport de ce code du travail pour la protection de ces employés que prône votre administration? Bon, écoutez, le projet poursuit sa concertation. Nous avons effectivement, au mois de février, fait une grande concertation qui a abouti à un consensus sur le contenu de 81%, c'est-à-dire un accord entre les parties. Ensuite, nous l'avons transmis au Bureau international du travail qui nous a renvoyé les recommandations au mois d'août 2020. Au début de la première semaine du mois de septembre, nous avons refait encore des nouvelles concertations pour donner à chaque partenaire le contenu des recommandations qui ont été faites. Et actuellement, nous sommes en phase de relecture et d'arbitrage. Donc nous gardons l'espoir que finalement c'est un code qui va être accepté par tous. C'est un code qui offre beaucoup d'opportunités d'emploi. Lesquelles, brièvement? Par exemple, le contrat d'adaptation professionnelle dont vous parliez pour la reconversion de celui qui est mal diplômé, le contrat d'insertion professionnelle, le contrat dual apprentissage, tous ces contrats-là sont mis, le contrat saisonnier, le contrat agricole, le contrat... Nous avons essayé, nous avons même fait introduire un certain nombre de points, par exemple sur le contrat intermittent. Là, on y a réfléchi, on nous a interpellés sur le télétravail. Tous ces textes-là, ce code, il est là pour aider l'insertion, pour favoriser l'insertion, pour favoriser l'employabilité et finalement finir avec le contrat de travail. Parce que le contrat de travail, il a plusieurs formes. Il y a le contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée. Mais tout le monde ne peut pas être dans un contrat. Il y a des spécificités, par exemple, dans le secteur agricole, la saisonnalité des récoltes, il y a le travail à la tâche. Il y a ces spécificités qui n'étaient pas prises en compte maintenant que nous avons essayé de mettre en place, en renforçant bien évidemment le droit du travailleur journalier pour ne pas le précariser. L'objectif était non pas de précariser notre travailleur, mais au contraire de renforcer son droit
à la situation salariale. Et on a trouvé, et nous travaillons avec nos partenaires sociaux dans un véritable dialogue de proposition plutôt qu'un dialogue de contestation. Et c'est assez porteur. Et au terme de toute cette concertation, au terme de toute cette transparence que nous avons mise sur ce contenu de cet outil qui était pour le gouvernement un outil extrêmement important, et Madame le Premier ministre l'a rappelé dans sa déclaration de politique générale, nous avons cette responsabilité d'augmenter la croissance des emplois, mais pour le faire, il faut un outil attractif qui garantisse, et là, avec le discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, nous devons créer les emplois, donc il faut créer l'écosystème pour créer les emplois. Tout à fait. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne saurais vous laisser partir sans vous poser la question, puisque vous refermez ce ballet des ministres, des membres du gouvernement sur le plateau de Gabon 24. Je souhaiterais vous demander, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur nos plateaux. Il y a plusieurs mécanismes comme ça qui ont été déclenchés ou enclenchés, c'est selon. Il y a des choses qui sont mises sur la table et les Gabonais s'y perdent. Madame le ministre, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que le gouvernement auquel vous appartenez ira au bout de sa logique, que finalement tous ces mécanismes verront le jour? Mais parce que déjà, ce que je vous dis, c'est que les mécanismes dont nous parlons sont déjà effectifs. On a entendu des choses, le social, la santé, toutes ces choses sont en musique, sont en train d'être mises en musique. Comment on fait pour les toucher, le palpable? Quand est-ce qu'il sera possible? Déjà, vous avez la nouvelle méthodologie. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, Madame le ministre, les Gabonais sont fatigués des effets d'annonce. On n'annonce plus. On n'annonce plus. On travaille. On travaille, et quand on annonce, c'est concret. D'accord. Voilà un peu comment on fait maintenant. Parce qu'au final, à force de trop annoncer, vous avez dit, les Gabonais sont fatigués. Maintenant, on annonce que ce qui est concrétisable. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui est concrétisable? Parlant des projets, les priorités du gouvernement Rose Christiane Souka, dont vous êtes le porte-parole. La relance de l'économie, très bien. La relance du tissu de les PME, la relance des emplois, tout ce qui, la bonne gouvernance, l'amélioration de la commande publique, l'amélioration des paiements au niveau de la commande publique, la livraison des chantiers, la transgabonaise. Donc, autant de priorités pour une économie fragilisée par la Covid. Non, nous sommes dans le réalisme total, justement, parce que nous avons pris le soin d'identifier la faisabilité de ce que nous avons annoncé. Très bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une démarche axée sur la concrétisation d'un certain nombre de choses. Et je peux vous assurer que Madame le Premier ministre y tient. Elle ne peut pas accepter que nous annoncions des choses qui ne sont pas. Moi, je vous ai annoncé l'ouverture de 2 centres. Je sais que les 2 centres seront ouverts. D'accord. Donc, je pense que c'est la même chose qui a été donnée à l'ensemble du gouvernement, c'est-à-dire nous annonçons ce qui est fait. Nous avons annoncé la transgabonaise. Vous avez bien vu qu'à un moment donné, nous irons sur le terrain pour voir qu'effectivement, les travaux ont démarré. Les travaux ont été lancés, ils seront livrés. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État a un objectif. Il nous dit communiquer, mais communiquer bien. Communiquer utile. Voilà. Donc, en fait, nous sommes dans cette logique de travail. Je pense que les Gabonais pourront être sensibles au fait que le gouvernement a pris la bonne mesure, et d'ailleurs il a toujours pris cette mesure de répondre aux attentes des Gabonais, et nous pouvons comprendre leur impatience, mais tout est fait pour que ça aille dans le sens qu'il faut. Madame Madeleine Baird, elle est ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle. Porte-parole du gouvernement, était l'invitée de Gabon 24, un plateau spécial qui vient refermer la série de plateaux spéciaux que nous avons pu vous diffuser sur Gabon 24, au cours desquels nous avons reçu plusieurs membres du gouvernement Rose Christiane Souka Raponda pour nous édifier sur des points essentiels, les priorités de ce gouvernement-là. Merci Madame le ministre d'avoir été avec nous. Merci. Et bonne continuation. Revenez-nous avec des réalisations cette fois. Tout à fait. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Gabon 24, c'est l'actualité en continu. On se retrouve très prochainement. D'ici là, restez avec nous.